founders, donc tu n'as pas de background tech auparavant. Dis-nous tout sur comment développer un MVP en no-code, vraiment. The floor is yours. Vas-y. Génial, merci Amine. Bonjour à tous, super ravi de faire ce webinaire avec vous. Amine, est-ce que je peux partager mon écran? Je vois que je n'ai pas les permissions. Yes, tu peux maintenant. Ouais. Tu peux y aller. Donc oui, aujourd'hui, l'idée, c'est de vous faire un témoignage sur mon expérience en no-code, spécifiquement avec l'outil Bubble, qui m'a permis de développer mon MVP en 3 mois. Et comme l'a dit Amine, sans connaître une ligne de code. Amine m'a déjà un peu présenté. Donc, en quelques mots, GoPhoenix, c'est une startup pour accompagner les individus à se reconvertir vers les métiers de la tech. À travers des parcours de coaching pour trouver sa voie, trouver sa formation et trouver son premier emploi. Avant, je travaillais chez General Assembly, donc un bootcamp tech américain qui propose ces formations pour devenir développeur, UX designer, product manager, etc. Et je me suis vraiment passionné pour la tech, l'entrepreneuriat et mon expérience avec Bubble. Aujourd'hui, je vous parle d'un point de vue amateur, entre guillemets, de Bubble. Je ne suis pas un expert Bubble, mais c'est plus pour vous apporter mon témoignage sur comment j'ai appris et comment j'ai pu développer mon appli tout seul. Donc, je ne suis pas là pour répondre à des questions super techniques sur l'outil, même si j'ai plusieurs heures de pratique et d'expérience et je serais ravi de pouvoir répondre à vos questions sur Bubble et sur ce que ça peut faire. Avant d'aller plus loin, je serais curieux de savoir qui est dans la salle. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat votre parcours, votre projet et qu'est-ce qui vous intéresse aujourd'hui dans le no-code spécifiquement? N'hésitez pas à écrire directement dans le chat. Qu'est-ce qui vous ramène aujourd'hui dans cet atelier? Est-ce que vous avez déjà des idées de MVP, de startup, des fonctionnalités précises sur lesquelles vous vous demandez si Bubble est un outil pertinent? Ah, quelqu'un dit que le chat est désactivé. Hop, alors, qu'est-ce qu'on fait pour activer le chat? Ouais, en fait, ouais, il y a que le QA qui est activé. Ah oui, c'est bon. All questions. En principe, là, c'est bon. Voilà, normalement, on pouvait voir toutes les questions maintenant. Ou bien, au pire, vous posez juste les questions là sur le QA, parce que je ne sais pas comment activer le chat. Alors, je vois une première question. Ouais. Pouvez-nous intégrer une API à notre appli créée par Bubble? J'aimerais savoir si cet outil pourrait m'aider à la création d'un site de streaming, un lancement MVP à faire le prochain trimestre sans compétences tech, une plateforme web pour faire un proof of concept, une partie business avec Monday et Zapier connecté à Wix. Ok, super. Écoutez, Un MVP, ça veut dire Minimum Viable Product pour les personnes qui se posent la question. En fait, le MVP, en général, c'est… Donc, pour Nicolas, je ne sais pas si tu posais la question, c'est quoi un MVP, ou tu voulais juste savoir si Bubble marche pour un MVP, mais juste pour clarifier la terminologie, un MVP, on appelle ça le Minimum Viable Product. C'est vraiment le produit ou le service minimaliste avec lequel on peut aller sur le marché de la façon la plus rapide possible et avoir déjà des retours de clients. Voilà, c'est ça. Super. Écoutez, plein de questions. On les garde de côté, puis on essaiera d'y répondre au fil de la session. Mais si on n'y répond pas, n'hésitez pas à revenir poser des questions à la fin. Alors, let's go. c'était un petit début très théorique pour vous partager un peu le landscape du no-code et vous expliquer ce que c'est. Et puis après, très rapidement, j'aimerais vous montrer concrètement à quoi ça ressemble
comment j'ai pu développer des fonctionnalités et vous faire des démos en direct. Donc, qu'est-ce que le no-code? Moi, je le définirais de manière très simple. Ce sont des outils de programmation visuelle. On a une différence entre des outils modulaires, par exemple un outil comme Typeform qui permet de faire des sondages assez pointus et de manière personnalisée, mais qui sont spécialisés dans la dimension sondage. Et des outils plus larges qu'on appelle intégrés comme Bubble qui permettent de faire beaucoup de choses et de pouvoir pratiquement tout créer à partir de l'interface. Moi, ce qui m'a vraiment séduit avec Bubble dès le début, c'est je suis tombé sur des vidéos sur YouTube qui montraient comment reproduire Uber Eats, comment reproduire Airbnb, comment reproduire Tinder en Bubble. Et tu avais des tutos qui te montraient pas à pas comment faire. Et je trouvais ça fascinant de pouvoir reproduire des applications super poussées sur la base de quelques heures passées sur l'outil pour reproduire. Et c'est vraiment ça qui m'a intrigué au début et qui m'a dit que je devais creuser davantage pour voir ce que pouvait faire Bubble. Aujourd'hui, le no-code, c'est un métier émergent, c'est pas encore très structuré, donc il y a beaucoup d'outils qui apparaissent, il n'y a pas encore de standard, donc il n'y a pas vraiment de métier de no-codeur en tant que tel. C'est plus quelque chose que les entrepreneurs, les marketeurs, les product managers vont chercher à développer pour rajouter une corde à leur arc dans leur propre métier. Et puis, plus généralement, c'est une opportunité de démocratiser le code et de rendre la tech plus inclusive. Auparavant, le code, c'était réservé à des gens qui savaient coder, à des développeurs, à des gens qui ont passé du temps soit à l'école, soit en bootcamp pour apprendre. Moi-même, j'ai travaillé dans un bootcamp, donc je sais à quel point, même si ça reste 3 mois pour apprendre à développer, c'est un investissement qui est conséquent. Donc déjà, les bootcamps avaient réduit le temps d'apprentissage du code. Et aujourd'hui, on a des outils comme Bubble qui réduisent encore le temps d'apprentissage, même si naturellement, il y a une petite courbe d'apprentissage au début pour prendre l'outil en main. Alors, juste avant d'aller sur le prochain slide, il y a Virginia qui a posé une question intéressante. Quel est l'intérêt de coder du coup? Alors, moi, je vais te donner mon avis, Virginie. Ensuite, je vais laisser Jonathan commenter. Je pense qu'il faut vraiment faire la différence entre coder pour développer quelque chose de très rapide, on va dire, de hacker quelque chose rapidement pour aller au marché rapidement, et ensuite développer pour avoir un produit très, très performant, là où quand on commence à avoir, je sais pas, des dizaines, des centaines de milliers d'utilisateurs. Donc là, bien sûr, quand on est sur quelque chose de rapide, ça vaut le coup d'aller plutôt sur des outils qui sont no-code, qui nous permettent de faire les choses de manière très rapide. Quand on est sur du scale et du moment que le projet prend en maturité, on sait très très bien ce qu'il faut développer, là, il faut favoriser plutôt des performances à travers des applications natives, des applications hybrides avec des frameworks comme React, Node.js, etc. Mais pour moi, ça, c'est un peu l'intérêt de coder au final. Qu'est-ce que tu en penses, Jonathan? Ouais, tout à fait d'accord. Au début, c'est très utile pour lancer un MVP, pour se lancer rapidement. À mesure que vous scalez, que vous grossissez, il y a des questions de performance qui vont se poser. Ça ne veut pas dire que vous allez nécessairement quitter Bubble, mais quand vous gérez des centaines de milliers de records dans une base de données, ça consomme pas mal de ressources et il y a sûrement des ajustements à considérer entre refaire la stack technique avec du code classique ou passer sur un plan entreprise adapté avec Bubble. Mais grosso modo, le no-code, il n'est pas là pour enlever du boulot aux développeurs. Il y aura toujours besoin de développeurs pour développer des fonctionnalités plus avancées, travailler sur de la performance, travailler sur
des fonctionnalités qui ne sont pas toujours réalisables en no-code. Et puis, après tout, le no-code, c'est développé avec les outils du code. Donc, faut plus le voir comme quelque chose qui permet de délester le développement un peu facile des développeurs pour qu'ils se concentrent sur la conception de programmes plus avancés et plus sophistiqués. Absolument. Très bien. Juste pour vous partager quelques outils no-code. Alors, c'est loin d'être exhaustif sur ce qui se fait sur le marché, mais pour vous donner quelques exemples, bon, d'abord, on a Bubble et c'est le sujet d'aujourd'hui. En termes d'outils, c'est le plus puissant. C'est aussi le plus ouvert en termes de fonctionnalités et ce qu'on peut y faire. Mais l'inconvénient, c'est que c'est le plus difficile à apprendre parmi ces outils. Donc, il y a quand même une courbe d'apprentissage à considérer au début. Il y a d'autres outils comme Webflow, qui est idéal pour créer de jolis sites qui sont bien référencés sur Google. Ce seront plutôt des sites statiques quand vous cherchez à développer un site vitrine. On a Airtable qui est idéal pour gérer des bases de données, Zapier pour gérer des automatisations entre applications. Et je crois, Amine, que tu t'y connais un petit peu en Zapier, donc ça pourrait être intéressant de savoir quel en est ton usage. Personnellement, j'y ai jamais touché, mais je commence à m'y intéresser. Je me dis que ça pourrait être intéressant de voir ce qui peut se faire avec Zapier. Exactement, ouais. Juste sur Zapier, et en fait, on va faire toute une session sur Zapier. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement d'outils qui existent, des CRM, des Typeform, des Babel, en fait, il y a plein d'outils. Et des outils comme Zapier, ça permet de connecter ces outils-là pour faire des automatisations. Et franchement, c'est quelque chose qui peut vous sauver énormément de temps. Je fais aujourd'hui dans une petite équipe le travail enfin Zapier fait le travail d'une bonne dizaine de personnes à un scale, mais vraiment phénoménal. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va en parler dans un prochain atelier, c'est certain. Mais juste gardez-vous en tête cette idée que Zapier, Integromat aussi, qu'on appelle Make, tout ça, c'est des outils qui vous permettent de connecter entre différents outils. Comme ça, en fait, vous n'avez pas à coder les intégrations entre ces outils, mais vraiment, vous avez juste une interface très simple qui est à base de texte qui vous permet de relier un peu les différents modules. Si, par exemple, une personne s'inscrit sur mon application sur Babel, envoyez-lui ou envoyez-la ce mail-là, inscrivez-la sur cette base de données, faites ça. Voilà. C'est un peu pour caricaturer un peu. Ouais, super. Et le dernier outil, c'est Shopify, qui est un peu l'outil à clé en main pour créer un site e-commerce quand vous vendez des produits. Donc voilà, tout ça, c'est pour vous montrer qu'il n'y a pas juste Bubble qui existe et que ce n'est pas forcément Bubble qui est l'outil le plus adapté à vos besoins. Donc, avant de vous lancer tête baissée sur Bubble, posez-vous la question des fonctionnalités que vous cherchez et demandez-vous si Bubble y répond. Vous pourrez me poser la question à la fin et je pourrais vous aider à y voir plus clair. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Bubble, c'est plus puissant, c'est plus ouvert, mais que ça demandera une petite prise en main. On en a parlé un peu tout à l'heure, mais juste pour revenir sur le MVP, donc c'est Minimum Viable Product. Et comme le partage Star Founders, c'est important au début de dérisquer vos hypothèses de business. Avant, on se lançait dans des cycles de développement longs et coûteux pour développer des applications sans les tester auprès des utilisateurs et on pouvait dépenser des dizaines de milliers d'euros, voire plus, pour réaliser qu'en final, ça ne répond pas à leurs besoins. Donc, le MVP, c'est là pour vous empêcher de faire ces erreurs et de tester très rapidement avec vos utilisateurs si ce que vous proposez répond à leurs besoins. Quelque chose à rajouter, Amine? Non, je pense que c'est bien ça. Moi, j'ai hâte juste d'arriver à la démo. Je sais qu'on a plein de questions de personnes en fait, qui posent des questions sur des use cases particuliers
pour voir si le no-code et Babel, ça marche très bien. Quel serait le meilleur le chemin à emprunter, Jonathan? Tu veux qu'on termine rapidement la présentation, tu nous fasses la démo et ensuite on répond aux questions. Qu'est-ce qui te tirait le mieux? Ouais. Bah, terminons rapidement la Ah, présentation. Je ferai de la démo, comme ça vous montrera aussi concrètement comment ça marche. Puis ensuite, on prend les questions du public. ouais, Bon, très rapidement, les bénéfices de Bubble, ben, on en a parlé. C'est un gain en temps, c'est un gain en autonomie. Donc, plus besoin de chercher nécessairement un CTO au début pour démarrer. Et c'est un gain en capital. Moi, pour ma V1, ça m'aurait coûté 20 000 € pour développer ce que je voulais faire. c'est quand Et même énorme, hein. Ouais, et ça t'a pris combien de temps pour apprendre, Jonathan? ben, Enfin, c'est une excellente transition avec la slide suivante. Moi, en décembre dernier, je n'avais jamais entendu parler de Bubble. C'était la première fois qu'on m'en parlait. Et je dirais que fin février, j'avais déjà ma première version d'application de sortie. Donc, j'ai c'est quand commencé. même extraordinaire. En 2 mois, t'as fait une première appli. Ouais, carrément. C'est fou. Ouais, cool. Moi, mon parcours, c'était de commencer sur des tutoriels sur YouTube pour découvrir et à pratiquer avec la version gratuite. Et ça, franchement, je recommande à tout le monde. Ça vous permet d'avoir une première prise en main. Il y a une version gratuite sur Bubble où vous pouvez voir comment ça fonctionne. Ce ne sera pas live, mais ça vous permet de tester, de jouer avec l'application. Et puis, franchement, cherchez sur YouTube Bubble, je ne sais pas, Tinder, Uber Eats ou Airbnb, et vous allez trouver plein de tutos qui vous montrent comment reproduire ces applications. T'as Malgré des tout, chaînes que tu recommandes, que tu as suivies quand tu apprenais à Baba? comment? Tu as des chaînes particulières sur YouTube que tu recommandes? Pas spécialement. Je sais que Otto fait beaucoup de tutoriels sur YouTube, Mhm. de pas à pas. Et puis, il y a plein de ressources aussi en anglais, si vous maîtrisez l'anglais, qui vous reproduisent ces applications. Malgré tout, ce n'est pas suffisant pour apprendre Bubble, donc c'est intéressant pour découvrir. Mais j'ai choisi de faire un bootcamp de 4 semaines avec Bubble. Donc, Bubble propose, c'est un bootcamp de 8 sessions de 2 heures avec un instructeur qui couvrait vraiment les fondamentaux de Bubble et qui m'a permis d'apprendre en profondeur comment ça fonctionne. J'ai hésité avec une autre option qui est Auto, une école française qui permet d'apprendre à coder sur Bubble et qui est éligible au CPF. À l'époque, j'ai décidé de prendre le bootcamp avec Bubble parce que c'était plus rapide en 4 semaines, mais il propose diverses options en cours du soir ou en cours à temps plein. Et c'est vraiment focalisé pour les entrepreneurs qui souhaitent développer leur application. Et même après le bootcamp, j'ai beaucoup appris, mais ça m'a demandé beaucoup de pratique. Et parfois, j'ai passé des heures à essayer de résoudre un problème ou une fonctionnalité qui ne marchait pas. Et pour le coup, il y a beaucoup de ressources qui existent sur les forums, sur Internet, sur les tutoriels YouTube. Donc, il y a une vraie communauté derrière qui peut vous aider à répondre à vos questions. On va peut-être passer maintenant à la démo de Bubble. Yes. Passons aux choses sérieuses. Il y a 5 éléments principaux que j'aimerais vous montrer aujourd'hui. Il y a l'interface design, les bases de données, les workflows, les styles et les plugins. Donc, on va passer dans l'arrière-boutique, prendre cette page ici. Je teste. Donc, vous voyez tous les onglets ici. On ne va pas regarder logs et settings, mais si on commence par design, là, vous avez une page blanche et c'est sur cette page-là que vous allez pouvoir ajouter des éléments de manière graphique et visuelle pour bâtir votre page. Moi, ce que je dis aux gens, c'est que si vous êtes à l'aise sur Google Slides ou PowerPoint, que vous êtes à l'aise sur Excel, ça va reprendre un peu la même logique.
en termes de création de contenu et d'interaction. Donc ici, on peut rajouter un élément texte, bonjour, hop. On peut rajouter des boutons, soumettre. On peut rajouter des icônes. On choisit les icônes ici, un petit drapeau par exemple. On peut rajouter des liens pour aller sur GoPhoenix par exemple. Hop. Des formes, des alertes. On peut rajouter des vidéos, une carte si vous voulez qui est intégrée avec Google Maps. Donc là sur ces éléments visuels, vous allez créer une présentation qui va être l'interface avec vos utilisateurs. Derrière... Il y a une question de Pierre là tout de suite qui est hyper intéressante. Est-ce qu'on peut créer des applications mobiles avec Bubble? Très, très bonne question. Et ça, c'est quelque chose que Bubble gère plutôt bien. Vous avez ici l'onglet Responsive. Responsive, ça veut dire que la taille de l'écran va s'adapter à l'outil qui consulte le site. Avant, ils avaient une ancienne version de la machine. Ils en ont créé une nouvelle qui est beaucoup plus simple pour adapter les éléments sur la page. Là, vous pouvez tester à quoi ressemble votre page à 320 pixels, à 768, 992, 1200, etc. et ajuster sur cette base. D'accord. Donc juste, Jonathan, pour bien comprendre, donc on a l'onglet Design où on peut, en drag and drop comme ça, comme si on était sur un slide, mettre les différents éléments qu'on veut voir sur, par exemple, le premier screen. Parce qu'en général, quand on fait un process de développement, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord dessiner tous les différents écrans, ce qu'on appelle un design sprint. Donc, on dessine un peu l'expérience utilisateur. On va utiliser Bubble pour faire ces designs-là. Et j'imagine que derrière, la partie workflow, on va relier ces écrans-là ensemble, c'est ça? Exactement. Et sur la partie data, on va créer la base de données. Là aussi, il y a par exemple des éléments d'information qui sont demandés, qui sont enregistrés. Ils vont partir sur la base de données, c'est ça? Exactement. Ok, super. Juste pour essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne. Juste pour vous montrer rapidement ce qu'on peut retrouver ailleurs. Donc, on a des groupes, ce qui vous permet de grouper des éléments, de leur appliquer des styles, de leur donner des propriétés particulières. Donc, ça permettra aussi de structurer votre page plutôt que d'avoir 10 000 éléments qui partent dans tous les sens. Et les groupes, c'est aussi très utile pour gérer le responsive. Vous allez pouvoir donner des limites de pixels ou des minimums pour définir comment ils vont être rendus à l'écran. Donc, si par exemple, j'ai un groupe qui a un minimum, une largeur minimum de 500 pixels, ça va être beaucoup trop grand pour des mobiles qui ont une largeur de 320 pixels. Donc, dans ces cas-là, je vais dire au groupe, quand la taille de l'écran est inférieure à tant de pixels, il faut que tu ajustes la largeur. Donc, c'est un peu comme ça qu'on peut gérer le responsive. Ça ne permet pas de développer des applications mobiles en tant que telles, mais ça permet de développer des applications qui peuvent bien se lire sur mobile. Exactement. Juste pour rebondir sur le point de Thierry, de Nadir et aussi de Pierre sur l'aspect mobile, ce que vous pouvez faire, Bubble ne va pas vous sortir une application mobile, vous pouvez faire un responsive, donc c'est un site web ou plutôt une web app qui est adaptée mobile. Mais ce que vous pouvez faire, il y a des outils qui vont vous permettre de mettre un wrapper, on appelle ça un wrapper, sur votre application responsive, donc de Bubble, et ensuite ça va vous sortir une application Android ou iOS. Donc là, par exemple, il y a un wrapper qui s'appelle Zero Code avec un Q, je donne le nom, voilà. Et ça vous permet vraiment de créer, on va dire, ce wrapper qui va entourer cette application que vous avez créée sur Bubble pour avoir un APK ou bien une application Android, quoi. Voilà. Une application, iOS. Je vous envoie ça sur le chat. Zero
code. Voilà. Et enfin, on a tout ce qui est input. Donc, si par exemple, vous créez un questionnaire, formulaire ou une barre de recherche ou quoi que ce soit, vous pouvez créer des éléments sur lesquels vos utilisateurs vont pouvoir rentrer de la donnée et vous allez récupérer cette donnée. Ça peut être un checkbox avec des options. Option 1, hop. Ça peut être un drop-down. Et dans le drop-down, vous définissez option 1, 2, 3, hop. Donc, ça permettra de choisir des search box, des radio buttons. Donc, ça permet de choisir entre choice 1, choice 2, etc. Et ça rajoute des éléments d'interactivité sur votre page qui permettront de récupérer de la donnée. Alors, justement, parlons de données. Tu en parlais, Amine. Derrière, tout ça, c'est connecté avec votre backend, une base de données. Par défaut, il y aura le data type utilisateur parce que vous allez tous avoir des utilisateurs sur le site avec un email, etc. Derrière, vous pouvez créer de nouveaux types de données. Alors, je ne sais pas, ça pourrait être compagnie. Vous voulez peut-être une liste de toutes les compagnies dans lesquelles ces utilisateurs travaillent. Ça peut être, je ne sais pas, job. Moi, c'est ce que j'utilise sur mon site pour décrire tous les métiers digitaux. Donc, j'ai créé un data type job. Et sur chaque data type, vous allez pouvoir renseigner des champs particuliers. Donc là, j'ai rajouté le champ photo. Donc, pour mes utilisateurs, je vais vouloir avoir leur photo. Je peux rajouter aussi leur prénom. Hop. Le type de champ, c'est soit texte, nombre, date, yes, no, image, etc. Donc là, c'est texte. Et puis, on peut rajouter aussi le nom. Hop, texte. Donc, ça, c'est la structure. Et derrière, vous allez remplir les datas. Donc là, ici, on a déjà 2 entrées. On a moi. Hop. Donc, je me suis rajouté une photo. J'ai mon mail. On peut rajouter mon prénom ici. Et on a Amine. J'ai rajouté sa photo, son email. Et puis, on va pouvoir rajouter son prénom. Hop. Ce qui est intéressant avec ces données, c'est que vous allez pouvoir les retrouver dynamiquement sur la page. Donc, par exemple, si c'est Amine qui est connecté comme current user, dans le texte, ça, dans le texte ici, vous allez pouvoir dire bonjour, current user, prénom. Hop. Donc ça permet de changer le texte en fonction des utilisateurs. D'accord. Comme ça, en fait, si jamais je me connecte sur cette application, le premier screen que je vais voir, ça va être bonjour Amine. Donc, ça permet en fait de reprendre les informations qui sont sur la base de données et de les mettre en ce qu'on appelle le front-end, donc ce qui est visible à l'utilisateur. Ouais. Quelque chose aussi de très puissant que je vais vous montrer, c'est ce qu'on appelle un repeating group. Donc, c'est un groupe où, quand vous avez une liste de données, vous pouvez afficher toutes les données. Donc là, on a 2 utilisateurs. Donc, ça va être type of content user. Et dans ce groupe, on va définir, ben voilà, on va voir la liste du user. Hop, on va prendre son current user, son prénom. Hop. Et on va rajouter aussi sa photo. Hop. Donc, ça va être en dynamique. Current users, photo. Bon, faut ajuster la taille de l'image. Donc là, si on fait preview. Et ça répond à ta question. Je pense qu'il y a Pierre qui a posé une question sur comment est-ce qu'on peut voir. Ah non, c'est Théo qui a posé, est-ce qu'on peut avoir un aperçu? Ben, c'est comme ça, il y a l'option preview. Donc là, on a l'aperçu. Bon, là, je ne vois pas
Je ne vois pas ce que ça donne. Ça doit être ici. Mais voilà, c'est censé, afficher la liste des noms et des photos. Ouais, et juste pour faire un peu le contraste, si on était amené à coder ça, ok, Ouais, chaque chose que vous voyez là, par exemple, je veux prendre par exemple le nom de l'utilisateur et l'afficher sur le message principal bienvenue Amine. Ça, c'est plusieurs lignes de code parce qu'il va falloir faire appel à la base de données. Déjà, en fait, en premier lieu, il y a ce qu'on appelle le back-end. Il va falloir avoir des connaissances en création de bases de données, structuration de bases de données, et ensuite, il faut apprendre à faire des appels, ce qu'on appelle des queries SQL pour interroger la base de données. Et tout ça, vraiment, c'est la simplicité avec laquelle on fait les choses sur Babel, mais c'est extraordinaire parce que sinon, ça aurait pris vraiment plusieurs lignes de code juste pour afficher cette partie-là. Bonjour, Amine. Voilà. bon, je suis désolé, ça ne veut pas se montrer. Je pourrais vous le montrer sur ma propre application. Ouais, ouais, exactement ça. Ça nous intéresse de voir. Ça, c'est l'application que Jonathan a construite pour GoPhoenix. Ouais. Bah, déjà, je peux vous montrer ce que ça donne en vrai. Donc, ça, c'est la page d'accueil. Donc, tout est structuré. Là, vous avez un repeating group des derniers blogs qui sont parus. Donc, vous allez trouver cet article-là. Et le repeating group, ça va chercher la photo du blog, ça va chercher son titre et sa date de parution. Et ça montre les trois derniers. Après, qu'est-ce que vous allez pouvoir trouver? Moi, j'ai un outil pour explorer les métiers. Donc, j'ai créé un data type métier, job. Et donc, on a des descriptions pour tout ce qui est product management, UX design, développeur web. Et là, hop, sur product management, vous allez pouvoir voir une description du métier, un parcours en vidéo, description des compétences, ici, hop, des statistiques sur le marché de l'emploi, si vous êtes en Bretagne, combien il y a d'emplois dans votre région, etc. Puis des statistiques aussi sur les compagnies qui recrutent. Là, par exemple, si on va voir compagnie qui recrute en product management, vous allez retrouver toute la liste des compagnies. Hop. Là, vous pouvez filtrer, etc. Donc, tout ça, si j'avais dû le coder, ça aurait été vraiment très, très difficile. Mais grâce à mes repeating groups et à mes bases de données que j'ai pu lier entre elles, bah, j'ai pu développer tout ça. Donc, voilà un peu ce à quoi un produit un peu plus abouti ressemble. D'accord. Donc, juste pour revenir, on va répondre aux questions, mais juste pour revenir à ton processus, Jonathan. Donc, moi, si j'étais aujourd'hui, quand j'ai une idée d'une application, d'une plateforme web et tout, et je souhaite la développer en no-code, la première étape serait un peu de dessiner à quoi ressemble le parcours utilisateur. Donc, je prends euh, soit en fait un designer, soit je prends du papier, soit je prends, comment on appelle ça, les outils, un outil comme Figma. Donc, je dessine un peu à quoi ça ressemblerait mon design, OK? Et ensuite, je viendrai sur Bubble. Sur la partie design, je fais le design de tous les screens, OK? De toutes les pages, on va dire, de cette solution-là. Je réfléchis un peu à la structuration de données, quelles données je demande à l'utilisateur, comment les mettre, on va dire, sur un tableau qui soit clair. Et ensuite, je relie tous ces frames-là et tous ces écrans-là à travers l'option Workflow, c'est ça? Oui, c'est une approche. Après, je pense que la première étape, avant de vous lancer sur Bubble, avant même de penser les écrans, c'est de penser à votre base de données, à votre architecture des données. Ça, c'est très important de passer du temps au début pour bien réfléchir à comment vous allez structurer vos données entre les utilisateurs, dans mon cas, les métiers, les employeurs, la liste des compétences, etc. Parce que si vous partez dans une direction un peu trop compliquée, ça va être très difficile après de restructurer votre base de données. Donc,
il y a des principes pour bien structurer, bien penser l'architecture de vos données. C'est pas compliqué, mais ça demande de bien se poser au début pour y réfléchir. Et puis après, tu as parlé des outils comme Figma et c'est super. Moi, j'ai même utilisé Bubble pour développer une maquette plutôt que Figma. La prochaine étape, c'est de développer un outil d'intelligence artificielle sur mon site. Donc ça, c'est l'outil que je présente aux investisseurs, aux data scientists pour leur montrer ce que je veux faire. Par exemple, trouver ma voie, faisant connaissance. Là, c'est un mock-up, donc il n'y a pas de données derrière. Mais je partage mon profil LinkedIn, je réponds à quelques questions et derrière, j'ai un écran avec des recommandations sur mon profil. Donc là, il y a rien de sérieux dans tout ça, mais ça permet de montrer la maquette aux développeurs et aux investisseurs pour montrer ce que je veux faire derrière aussi. D'accord. Donc, pour revenir, pratiquement parlant, si j'ai aucune connaissance en développement, en Babel, etc., la première étape, c'est je définis un peu le parcours utilisateur. Suite au parcours utilisateur, je vais prendre du temps pour comprendre quelles sont les informations que je vais demander et comment je vais structurer ces informations sur ma base de données. Okay? Du moment que j'ai ça, je me lance dans le développement plutôt, on va dire, dans le plug and play à travers Babel. Je fais mes screens et ensuite je les relis avec le bon workflow. Comme ça, je dis à Babel, du moment que je clique sur ce bouton-là, je veux que tu m'emmènes si ces conditions elles sont réunies, je veux que tu m'emmènes à ce prochain écran et à l'écran suivant, etc., etc. C'est comme ça. Tout à fait. Ouais. Et ensuite, je peux à n'importe quel moment preview pour voir à quoi ça ressemble. Je peux arranger pour voir est-ce qu'en termes de vue mobile, est-ce que ça marche très bien ou pas. Et ensuite, le déploiement, comment ça marche? Alors là, pour le déploiement, il va falloir passer sur un plan payant. D'accord. Alors moi, comme j'avais fait la formation avec Bubble, j'ai payé 500 $ et ils m'ont donné des crédits sur le plan. Je crois que c'est de l'ordre de 30 $ par mois pour à la fois l'hébergement des données et le déploiement sur Internet. Donc, ce qui est relativement économique parce que derrière, si vous achetez de l'espace sur un serveur, si vous achetez un hébergement, etc., c'est aussi beaucoup d'outils à intégrer pour déployer votre propre site. Là, vous pouvez le faire tout depuis Bubble. D'accord. OK. C'est super. Donc, et là, si je reviens sur une question qui a été posée tout à l'heure, est-ce qu'il y a des limites particulières sur le nombre de transactions, le nombre d'actions qu'on peut effectuer sur un MVP Bubble? C'est quoi la limite et comment c'est géré par Bubble? Alors, effectivement, il y a des limites en termes de base de données, mais plutôt sur les plans gratuits. Alors, je ne sais plus c'est combien de records qui sont permis dans la base de données. Là, on a juste deux records, mais je sais pas, c'est peut-être 200 qui sont fournis gratuitement, puis après, ils vous demandent de passer dans le plan payant. Et après, les limites, c'est plus en termes de performance à mesure que vous scalez. Moi, je ne suis pas rendu à ce stade-là, donc ça ne sera pas un problème. Mais il faut bien se dire qu'il y a une interface et il y a une base de données derrière qui sont… L'interface, ça va être sur le laptop de l'utilisateur. La base de données, elle va être sur les serveurs de Bubble. Donc, si vous voulez que votre site soit rapide, il faut penser aussi comment vous allez chercher l'information et comment vous allez extraire l'information qui est sur les serveurs chez Bubble et la ramener rapidement. Pour ça, il y a des petits tricks à prendre pour être sûr de ne pas chercher toute la base de données d'un coup, mais de chercher et filtrer directement vos recherches pour qu'elles soient plus rapides sur Bubble. Mais ça, honnêtement, ce sont des considérations à prendre en compte un peu plus tard dans votre développement. D'accord, super, c'est clair. Alors, j'aimerais bien qu'on prenne le temps pour répondre à quelques questions. Donc, on reprend un peu le Q&A. J'ai vu une question sur la monétisation d'un prototype sur Bubble. Donc, j'imagine la question
Alors, derrière cette question-là, c'est est-ce qu'on peut intégrer Stripe, des solutions de paiement, comme ça on intègre le paiement à l'intérieur du MVP? Oui, tout à fait. Là, ce que je vous ai présenté, c'est les fonctionnalités de base de Bubble. Vous avez un onglet Plugins ici qui vous permet de rajouter des briques qui ne sont pas directement intégrées à Bubble. Là, on peut ajouter Stripe. Ici, vous l'installez et puis il y aura un module qui permettra de connecter avec votre compte Stripe. Bon, ils disent que il y a certains plugins qui sont disponibles seulement sur les plans payants. Moi, je n'ai pas encore intégré Stripe, donc je ne peux pas vous en dire plus que ça, mais je sais que c'est une brique qui peut être intégrée. Je crois qu'il y avait aussi une question un peu plus tôt sur les API. C'est tout à fait possible avec Bubble. Vous pouvez faire des calls sur les API ici, qui permettent à la fois d'aller chercher des données d'une API externe ou de transformer votre app en API qui partage des données vers d'autres applications. Juste pour tout le monde, API, c'est Application Platform Interface. Grosso modo, c'est un outil qui permet d'échanger des données entre deux applications. Par exemple, moi, je partage des statistiques sur le marché de l'emploi. Je pourrais chercher une API de Pôle emploi qui m'indique en temps réel quel est le nombre d'offres qui existent dans un tel métier, aller chercher ces données sur le site de Pôle emploi et les ramener en direct sur mon site sans avoir à le faire manuellement. Donc ça, c'est ce qui permet de faire les API. Ouais, entre parenthèses, là, je vais vous dire pourquoi aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, les API, elles sont hyper importantes. Avant, en fait, on va dire avant les années 2005, enfin, avant les années 2000 en général, on était sur des architectures de développement où on codait tout à l'intérieur de l'application. Okay, donc, il y avait aucun moyen qu'une application puisse communiquer avec une autre application. Ensuite, il y avait la révolution, on va dire, du open data, open banking, où en fait le monde se met un peu à la connectivité entre les applications. Et là, en fait, la structure de comment est-ce qu'on code des applications, elle a changé. Donc là, en fait, les meilleures pratiques en termes de développement d'applications et de développement de logiciels en général, ça a été de développer, on va dire, les modules principaux de cette application et ensuite développer des API. Okay, comme ça, en fait, n'importe quelle application extérieure pourrait parler avec votre application sans nécessairement nécessiter un développement en plus. C'est comme si, en fait, on fait des fonctions standards qui vous permettent d'interroger à n'importe quelle application extérieure, d'interroger votre application, de lui envoyer des informations et de retirer des informations. C'est pour ça, en fait, c'est toute une révolution dans le monde du développement parce que, en fait, ça fait du monde du développement beaucoup plus ouvert. C'est pour ça, aujourd'hui, on peut développer des applications qui sont très, très puissantes à travers des outils comme Bubble parce qu'il y a toute une API, vraiment énormément d'API qui vous permettent de connecter plusieurs applications en même temps, voilà, sans nécessairement investir cet effort de développement. Tout à fait. Je crois qu'il y avait une question sur les plans. Il y a un plan à $30 par mois, c'est le premier plan. Je ne sais pas ce que contiennent les autres plans, mais voilà, vous avez un aperçu de ce qui est inclus dans les divers plans. Donc, dans ce qui est gratuit, ça vous permet de prendre l'outil en main. $30 par mois, vous allez pouvoir utiliser un URL personnalisé et sans le Bubble Apps à la fin. Vous allez pouvoir déployer votre site sur Internet, accéder aux API, avoir un support par email, importer des CSV, etc. Et après, plus vous montez, plus vous avez des capacités de storage sur les divers plans. Vous en aurez sûrement besoin si vous avez des milliers d'utilisateurs qui interagissent avec votre application. Voilà, super. Alors, on revient sur les questions. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai cru voir passer, est-ce que Bubble est en français quelque part?
Aujourd'hui, pas à ma connaissance. C'est un outil anglais. Le CEO, il est français, mais je pense que ça s'arrête là. Donc, c'est un outil qui est anglais. Après, tout est relativement simple d'accès. Il y a beaucoup de ressources en français pour apprendre Bubble. À la fois des tutos, à la fois une communauté, il y a des Slack. L'école auto dont je vous parlais a plein d'élèves et de formateurs qui peuvent vous aider à apprendre tout ça. D'accord, super. Alors, il y a une question de Pierre. Est-ce que, bon, c'est sur la géolocalisation, on revient sur la géolocalisation. C'était quoi la question? Est-ce que… C'était quoi ta question en particulier, Pierre, si tu peux juste la retaper sur la géolocalisation? Ah, si vous êtes en Bretagne, il y a de la géologue. Alors, sur mon application telle qu'elle est aujourd'hui, non. C'est plus un drop-down où on sélectionne soi-même sa région. En revanche, il y a des fonctionnalités qui permettent effectivement de géolocaliser l'utilisateur sur Bubble. Je ne les ai pas implémentées, mais ça se trouve assez facilement sur YouTube. Exactement. Là, je viens de chercher, je t'ai trouvé une vidéo sur comment utiliser le device de l'utilisateur pour de la géolocalisation. Donc, c'est tout à fait possible sur Bubble. Je pense que vraiment que tout est possible sur Bubble, même si ça n'existe pas sur Bubble en tant que plateforme, il y a certainement des plugins, il y a certainement d'autres applications qui vont vous permettre de faire ça. Et là, la valeur de Bubble, c'est juste d'être l'intégrateur et de mettre tout en une seule interface. Exactement. Alors, il y a une question de Togé, alors, qui dit, mon projet consiste à accompagner les bricoleurs qui souhaitent réaliser un meuble sur mesure. Je suis en conception MVP pour tester le marché et je pense à proposer une appli simple via no-code. Est-il possible de faire dessiner par le client un meuble sur un outil no-code comme Bubble en 2D et récupérer le résultat? Selon moi, oui. Après, je ne vois pas spécifiquement comment je pourrais le faire moi-même, mais je suis sûr que c'est réalisable. Faut voir comment tu gères l'input de l'utilisateur sur son dessin. Est-ce que c'est quelque chose qu'il dessine directement sur l'application ou est-ce qu'il le scanne et le partage sur l'application? De permettre de dessiner directement sur l'application, ça demande, à mon avis, beaucoup d'heures de code. Et il y a peut-être une version intermédiaire qui permet de tester l'idée avec un crayon papier et en partageant le dessin sur l'application, par exemple. Alors j'ai une idée pour toi, Tolgay. Alors, en fait, tu peux utiliser des outils comme Draw.io. En fait, il y a plein d'outils. Parce que là, ce que j'ai fait, en toute transparence, je ne m'y connais pas du tout en Bubble. J'ai juste tapé comment utiliser le dessin. Bon, j'ai juste tapé en anglais Use Draw as an input sur Bubble. OK? Et là, je suis tombé sur ce résultat. Donc, je vais te le partager. J'en profite. Euh, voilà. Et donc là, en fait, ce qu'on te dit, c'est même si Bubble, ce n'est pas vraiment leur fonctionnalité phare d'intégrer la partie dessin sur une application, tu peux faire appel à une autre application, l'intégrer à l'intérieur de Bubble. Comme ça, en fait, l'utilisateur, il pourra dessiner, faire ses dessins, les envoyer et derrière, tu les récupères, toi, en back-end. Donc ça, c'est entièrement possible. Voilà. Donc tu peux, voilà, c'est exactement ça. Là, il y a une réponse très très clair. Voilà, si tu scrolles, il y a une réponse très claire à ce sujet. C'est ça aussi l'avantage d'utiliser quelque chose comme Bubble, c'est que pour pratiquement, bon, j'ai envie de dire 99% des prototypes que vous allez créer, quelqu'un a déjà pensé à quelque chose de similaire, ou il a fait quelque chose de similaire, soit en entier, soit en, voilà, on va dire, qui ressemble énormément à ce que vous souhaitez faire. Et donc, il y a une énorme communauté de soutien autour de ça. Pareil, si vous utilisez Zapier, du moment que vous utilisez des outils qui sont très, très connus, il y a toujours les forums qui vous donnent énormément de valeur. Voilà. Il y avait une question sur le déploiement et l'hébergement. J'essaie de voir sur mon application ce que je peux vous montrer, mais ça ne semble pas fonctionner.
Mais concrètement, j'ai acheté le nom de domaine sur un site comme, comment ça s'appelle, DuckDuckGo, GoDaddy, non? Et ensuite, il y a quelques configurations à faire avec Bubble pour intégrer l'URL et le déployer. Mais le déploiement se fait assez facilement sur l'application. Une fois que vous êtes sur le plan payant, je fais des modifications sur ma page et après, je clique ici « Deploy current version to live » et ça me permet de pousser mes modifications directement sur le site en live. Ben, super. Y a-t-il une application pour mon prototype d'écouteur écologique qui fonctionne sans composants électroniques? Une application écologique. Pas sûr de comprendre la question, Mounem. Est-ce que tu peux préciser? En attendant, j'ai vu une autre question passer. Voilà, c'est une question sur la sécurité des data. Une question d'Étienne. Comment est gérée la sécurité des data? Où finissent-elles? Qui peut y avoir accès? Et merci. Ouais. Alors, Bubble gère eux-mêmes la sécurité de leur base de données qui sont hébergées par AWS, Amazon Web Server aux États-Unis. Après, une fois qu'il y a la sécurité des données, c'est aussi votre responsabilité de vous assurer que les données qui sont partagées sur le site restent, restent, restent protégées. Donc, pour ça, dans les data, vous allez pouvoir définir des privacy rules qui définissent qui peut voir quoi. Par exemple, si vous avez des données personnelles, c'est juste l'utilisateur qui peut les voir. Ou si vous avez des données publiques, ben, vous définissez des règles qui permettent de voir ces données. Donc, c'est ici que vous définissez les règles et qui permettent donc de gérer cet aspect-là. D'accord. Et on reste toujours sur la base de données. Une question de Thierry. Comment maîtriser sa base de données? Peut-on maîtriser seul sa base de données externe à Bubble? Bubble vous permet de gérer votre base de données directement ici. Donc là, vous allez avoir tous les types, vous allez définir tous les champs. Donc ça c'est à vous de vous assurer de bien définir votre architecture dès le début pour que ça ne parte pas dans tous les sens. Après, je sais que ça peut aussi se connecter à des bases de données externes type Airtable. Personnellement, je ne l'ai jamais fait, mais c'est entièrement possible effectivement d'intégrer avec des applications tierces. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Thierry. Entre-temps, donc il y a Monem qui a précisé un peu sa question. Une application qui regroupe que des écologistes. Donc, je pense que ce que tu veux faire, c'est une sorte de réseau social ou voilà, une application, voilà, un réseau d'écologistes. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible à développer sous Bubble, Jonathan? Oui, entièrement. Il y a des fonctionnalités qui permettent de gérer les utilisateurs, de gérer leurs inscriptions, leur créer un mot de passe, leur créer un compte, etc. Donc, ça, c'est des fonctionnalités natives à Bubble. Et ensuite, ça permet de créer des chats. Très honnêtement, la fonctionnalité chat, elle est faisable, mais ça demande un certain développement. Mais si vous cherchez sur YouTube, vous allez trouver des tutos pour créer des chats. Mais ça demande une certaine logique pour créer des messages entre les utilisateurs, créer des data types qui sont possibles entre eux. Gérer un site de streaming, oui, c'est aussi possible dans la mesure où vous avez des vidéos dans des éléments visuels et puis vous devez juste définir quel est l'input de ces vidéos. Donc, vous pourriez aussi avoir accès à la caméra de l'utilisateur. Justement, Frédéric, il y a carrément un article sur le site de Bubble sur comment construire un Netflix sans code.
Donc, je l'envoie. Franchement, c'est hyper puissant. Là, je viens de le scroller rapidement. Je comprends le concept parce qu'en fait, tout est dans les bases de données, c'est ça. Et du moment que voilà, vous mettez, on va dire, vos vidéos, vous les structurez, vous mettez les bons tags, est-ce que c'est film, est-ce que c'est une série, etc. Et ensuite, derrière, vous allez juste montrer ce contenu-là sur le front-end de Bubble. Ça n'a pas l'air d'être hyper compliqué. On prend encore peut-être une ou deux questions. Thierry, j'ai lu que le référencement Google n'est pas bon avec Bubble. Effectivement, ce n'est pas leur point fort. Donc, ça, c'est quelque chose que j'essaie de résoudre. Aujourd'hui, j'ai rajouté un blog sur mon site pour générer des contenus et être référencé sur Google. Je sais qu'il y en a certains qui ont créé une première page vitrine avec Webflow, qui est mieux référencée et qui ensuite renvoie vers leur application Bubble vers les autres pages. Donc, il y a des hacks comme ça qui permettent de contourner le problème du SEO. D'accord. Bon, alors, on prend deux, trois dernières questions et ensuite, j'ai deux questions pour toi, Jonathan, pour clôturer la discussion. Ouais. Donc, je vous laisse poser une, deux dernières questions. Alors, s'il n'y a pas de questions, alors je vais commencer par la première question, Jonathan. Si c'était à refaire, quelles sont les erreurs que tu éviterais de faire en commençant à apprendre du Bubble? Dis-toi que c'est décembre 2021, tu viens de t'y mettre un peu au développement de ton MVP. Quelles sont les erreurs que tu éviterais aujourd'hui de faire en développant ton premier no-code? Je pense que deux choses. J'ai perdu beaucoup de temps sur la partie responsive. Honnêtement, c'est assez chiant à gérer. Donc, bien comprendre comment gérer les divers groupes, les divers éléments pour qu'ils s'adaptent à la taille de l'écran. Maintenant, j'ai une bonne compréhension, mais ça demande un peu de temps pour bien gérer. Et je dirais ce que j'ai dit au début, de bien penser son architecture de données au début. On n'a pas forcément l'habitude de penser à ça. Donc, ça peut valoir le coup d'investir plus de temps avant de commencer à coder, même si c'est très tentant de se lancer, mais de bien y réfléchir auparavant. Et de manière plus générale, je dirais que Bubble, c'est à la fois très puissant, mais c'est un peu piégeux. Et en tant qu'entrepreneur, on doit faire attention à ne pas tout développer, ne pas rajouter des fonctionnalités qui ne servent à rien, juste parce que vous savez le faire. Et parfois, on a cette tentation de bâtir cette fonctionnalité parce que c'est cool et qu'on peut le faire, mais en fin de compte, il faut que ça réponde à un vrai besoin utilisateur. Donc, pour en revenir aux fondamentaux, concentrez-vous sur l'essentiel, sur les fonctionnalités qui sont clés pour vos utilisateurs et itérez en rajoutant des fonctionnalités qui répondent vraiment à leurs besoins. C'est un très, très bon conseil. C'est souvent la partie la plus dure à maîtriser. C'est juste parce qu'on sait faire quelque chose, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on doit le faire. C'est hyper important, ça. C'est de belles paroles. Ouais. Alors, franchement, ma deuxième question, ça allait être ça. Bon, pratiquement, si j'allais commencer aujourd'hui ou demain à utiliser Bubble, c'est quoi les next steps? Ouais, bah, concrètement, moi, ce que je vous recommande, c'est inscrivez-vous à la version gratuite. C'est gratuit et ça vous permet de prendre l'outil en main. Prenez 1 heure juste pour choisir une application et la reproduire step by step avec un tuto sur YouTube. Vous allez voir vous-même ce qu'il est possible de faire, comment ça marche. Et puis par la suite, si vous souhaitez vous apprendre sérieusement, je vous recommande l'école Auto. Ils sont basés à Marseille, mais ils ont des cours en remote dans toute la France. C'est vraiment l'acteur
français de référence avec une vraie communauté francophone qui vous permet d'apprendre Bubble un pas à pas pour développer votre application. C'est vraiment à destination des entrepreneurs et vous pouvez entrer en contact avec eux de la part de GoPhoenix. C'est O-T-T-H-O. Super. Merci beaucoup, Jonathan, pour ton temps. C'était vraiment très, très instructif. Moi, j'ai appris énormément et j'en doute pas que les personnes qui ont été présentes aujourd'hui ont beaucoup appris. Merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes les questions. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment suivre Jonathan. Jonathan fait un projet vraiment extraordinaire qui s'appelle GoPhoenix. C'est la reconversion professionnelle sur les métiers de la tech. N'hésitez pas à le suivre, que ce soit sur son site ou sur LinkedIn. C'est ce que tu préfères, Jonathan? L'un ou l'autre, j'ai une newsletter et j'ai une page LinkedIn. Donc, si ça vous intéresse, je serais ravi d'en partager plus sur ces nouveaux métiers. Donc, je vous donne juste le lien de sa page LinkedIn. Comme ça, vous allez pouvoir le suivre. Vraiment, je vous conseille de le suivre parce qu'il poste énormément sur ce sujet-là de reconversion sur les métiers de la tech, de sujets autour du no-code, enfin de ces métiers d'aujourd'hui. Voilà. Donc, n'hésitez pas à le suivre. Et je vous dis à très, très vite dans une prochaine session. Je pense que la prochaine fois, on va parler des automatisations sur Zapier, vraiment comment relier un peu les différentes applications ensemble. Encore merci beaucoup, Jonathan, pour ton temps. Avec plaisir. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, vous pouvez m'écrire sur LinkedIn. Ouais, je vous enverrai avec le replay donc le lien LinkedIn de Jonathan, le lien de GoPhoenix et aussi voilà, je pense les slides de la présentation, ça serait cool de les avoir aussi. Ouais, ça marche. Super. Allez, bonne journée. Bonne journée. Au revoir.